Je vais essayer de faire la présentation telle que je l'avais présentée. Donc, on m'avait dit 15 minutes pour présenter les enjeux. Ce sera des enjeux qui arrivent après une discussion qui a déjà eu lieu. Donc, bon, je suis désolé. J'espère que je ne veux pas dire des choses inutiles parce que vous les avez déjà traitées. Donc, bon, il est 10h35 chez moi, donc 15 minutes. L'idée, c'était pour moi donc de vous présenter quelques pistes de réflexion sur les enjeux et les perspectives autour de la désinformation et de réfléchir en particulier à la question de la fameuse crise de la vérité dont on a parlé beaucoup, spécialement à partir de 2016. Vous vous rappelez, en 2016, le mot post-truth avait été élu mot de l'année, ce qui était assez angoissant. Alors, ce que j'aimerais un peu, j'aimerais mettre en question cette importance de la crise de la vérité. Je ne suis pas sûr qu'on vive à l'époque de la crise de la vérité. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas que le web ait produit ce type de crise. Ce que je constate et que donc je crois il faut se poser la question de la désinformation dans une continuité avec le passé, sachant que le web sans doute a créé des nouvelles configurations et des nouveaux enjeux, mais il n'a pas tout révolutionné. En particulier, je pense que la question à se poser n'est pas tellement celle de dire, vous voyez, il y a eu un peu cet adagio, le web a fait apparaître plein de discours qui n'étaient pas tenus par les grands médias et du coup, ils sont moins vérifiés et donc les fausses informations et la désinformation peut apparaître dans ces espaces-là. Voilà, c'est cette idée-là que je voudrais mettre en question. Je ne le crois pas. Je crois au contraire que ce sur quoi il faut se concentrer si on veut comprendre la désinformation, ce ne sont pas les petits nouveaux pouvoirs ou les petites nouvelles formes d'expression qui au contraire sont très précieuses, typiquement les blogs, mais plutôt regarder où des grands enjeux de pouvoir déforment déforme les perspectives et donc la vérité. Donc, ce qui m'intéresse de questionner, c'est un peu ma recherche et mon travail sont fondamentalement théoriques. Donc, dans ma réflexion, j'interroge surtout le rapport entre autorité et vérité. Donc, deux mots à propos de ce qu'est la vérité. Je vais prendre ce qu'est l'autorité et je vais prendre la définition de Hannah Arendt d'autorité. Donc, Arendt dit l'autorité est une obéissance, donc le fait d'obéir à quelque chose, de suivre quelqu'un, avec deux conditions, sans être obligé, donc sans qu'il y ait une coercition et sans qu'il y ait une persuasion rationnelle. Donc, l'idée, c'est quand est-ce que je crois à quelque chose, quand est-ce que je suis donc notamment une information, donc quel est mon rapport à la vérité? S'il y a de l'autorité, il y a de la confiance, c'est-à-dire que je crois une information sans être obligé et sans qu'il y ait vraiment une démonstration rationnelle derrière. Alors, ce qui me semble important à partir de cette définition, c'est de constater que l'espace du web est un espace avec une forte intensité d'autorité, mais des autorités qui sont peut-être différentes de celles qu'on connaissait avant le web. Donc, typiquement, à côté, ce n'est pas que ces entités sont remplacées complètement, mais à côté de certaines entités qu'on connaissait déjà, typiquement les grands médias, il y en a d'autres. Et alors, typiquement, là, vous le voyez dans le fond de ma diapositive, c'est qu'on appelle les GAFAM, donc des grandes entreprises privées, qui fondamentalement, ce qu'elles font, c'est produire un très haut niveau de confiance. La preuve, quand nous lisons quand nous cherchons une information sur Google, sans être pas du tout obligé à utiliser Google, sans être pas du tout persuadé rationnellement de la pertinence de son algorithme que nous ne connaissons pas, nous nous fions
aux premières informations que ces moteurs nous donnent. Donc, le web est peuplé et caractérisé par un très haut niveau de confiance, donc un très haut niveau d'autorité, avec très peu d'irrationalité, parce que très peu de connaissances du fonctionnement, et évidemment, aucune coercition, il n'y a pas de violence, personne ne nous oblige à utiliser ces outils. Mais donc, et c'est ça le problème, qui produit l'autorité et qui produit la vérité? Et là, on est lié à la question de la désinformation. Qui est capable de produire ce haut niveau de confiance et donc de faire en sorte que quand nous trouvons quelque chose, nous y croyons immédiatement? Fondamentalement, une poignée d'entreprises dont Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple sont les plus importantes. Il y en a d'autres, mais quand même, ça se concentre pas mal là. Ce qui est un peu effarant, c'est que justement, on parle d'une poignée d'entreprises. Ce n'est pas simplement que le privé acquiert de plus en plus de poids. C'est le cas depuis au moins un siècle ou deux. Mais là, ce sont quelques entreprises privées qui ont un poids énorme au niveau international. Avant, oui, il y avait des sociétés privées, par exemple, de médias non indépendants, pilotés par des grandes sociétés, oui, mais très souvent nationales et quand même multiples. Il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, ça se concentre dans les mains de très, très peu d'acteurs. Donc, est-ce que cette impression qui était liée à la post-truth, à la pré-vérité, à la crise de la vérité, cette impression de décentralisation, cette impression qu'on est dans une crise de la vérité parce que chacun peut dire ce qu'il veut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment cette fragmentation et cet éparpillement des discours? Bon, à mon avis, non. À mon avis, au contraire, on est dans une centralisation encore plus forte des différentes forces qui produisent de l'autorité et qui donc sont à la base de la production de la vérité. Alors, pour nous aider dans ce sens, j'ai repris très rapidement le schéma qui a été fait par Claire Wardle à l'intérieur des travaux, dans le cadre des travaux de First Draft, que vous connaissez probablement, donc cette organisation qui milite depuis 2015 contre la désinformation. Et donc, l'idée de Claire Wardle, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes sortes de désinformations ensemble, mais qu'il faut les classer. Donc là, vous voyez typiquement, alors, 7 types de mésinformation ou de désinformation, et certains de ces types-là, finalement, ne sont pas mauvais, n'ont pas de volonté, il n'y a pas derrière une volonté malveillante, d'autres, si. Et alors, il faut faire la différence entre ces types-là. Alors, typiquement, nous avons, et là, vous voyez aussi une autre chose importante, que ces contenus-là, ces types de désinformation-là ont toujours existé. Ce n'est pas le web qui les fait émerger. Ce qui fait changer le web, ce sont les dispositifs de pouvoir qui font en sorte que, qui déterminent les modes de circulation de ces fausses informations ou de ces formes de désinformation. Donc, c'est sur ces modes de circulation qu'il faut se concentrer plus que sur le fait de dire, parce qu'il y a les web, il y a des faux contenus qui apparaissent. Donc, vous voyez typiquement la satire ou la parodie. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention. Des contenus trompeurs, au contraire, qui sont utilisés pour desservir un sujet, ou des contenus fallacieux aussi qui limitent les sources d'information, des contenus fabriqués ad hoc justement pour obtenir quelques buts, pour atteindre un but, des liens erronés, un faux contexte ou un contenu manipulé. Donc, l'important à partir de ces types de ces formes différentes de désinformation est d'en comprendre les raisons. Pourquoi cette désinformation? Alors, des fois, ça peut être par erreur ou par ignorance, mais comme on le voit dans ces schémas-là, finalement, si vous regardez où se concentrent les petites cases cochées, en fait, ce qui fait peur, c'est tout ce qui est fait exprès. Donc, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la parodie, ce n'est pas la provocation qui sont les problèmes. Le problème sont la propagande, le pouvoir et l'influence politique, le profit. Donc, il me semble qu'il est très important de distinguer
ces types de désinformation des autres. Je peux donner une fausse information parce que je suis mal informé, mais je ne crois pas que le problème soit dans ces types de mauvaises informations. Je ne crois pas, par exemple, que ce soit des théories complotistes en tant que telles qui sont les problèmes, mais peut-être la façon d'utiliser ces théories à des fins de propagande, de pouvoir et des profits. Donc, où est le problème aujourd'hui? Il n'est pas vrai que la vérité est plus fluide qu'avant. Il n'est pas vrai que dans le temps, comme souvent le discours, un certain discours aussi médiatique que voudrait le faire croire, dans le temps, la vérité était bien établie par des médias sérieux et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que il y a plein de gens qui ne sont pas des professionnels qui expriment leur opinion. Je ne crois pas du tout que ça soit le point. Les fake news, les fausses nouvelles ont toujours existé. Aujourd'hui, par contre, leur production et leur circulation dépendent des pouvoirs qui sont de plus en plus concentrés. Et là-dedans, on peut aussi remarquer une concentration de pouvoir qui associe les entreprises privées dont je viens de vous parler, donc les fameuses GAFAM, avec des pouvoirs étatiques forts, très souvent des pays riches, qui négocient entre elles des intérêts et qui ont tous les intérêts pour faire circuler un certain type de désinformation. Alors, ce qui s'est passé justement lors de l'élection des Trump, par exemple, aux États-Unis, ou lors du Brexit, sont des démonstration claire, à mon avis, de cette concentration, de cette convergence des pouvoirs privés des entreprises numériques avec des pouvoirs politiques traditionnels qui ont toujours existé bien avant le numérique. Et donc, l'opposition entre professionnels fiables et amateurs non fiables est fausse, à mon sens, c'est qu'il laisse beaucoup de place justement à toutes les réflexions possibles sur la place des blogueurs, sur la place de tous les amateurs à des niveaux différents, donc jusqu'à arriver, en fait, il y a un continu entre l'amateur et les professionnels qui peuvent produire des contenus de très, très haute qualité et qui ne sont pas du tout liés à un problème de désinformation. Donc, quelles seraient les solutions qu'on peut voir par rapport à ce problème de désinformation dérivant, je le répète, d'une convergence de pouvoirs forts et donc de objectifs, buts de pouvoir, des profits et des propagandes qui tendent à déformer la vérité? Je pense deux pistes. La première, c'est d'avoir toujours une réflexion critique sur le rapport entre, j'ai dit tout à l'heure, vérité et autorité, on pourrait dire aussi vérité et pouvoir. Donc, à chaque fois qu'une information est là, les raisonnements critiques sur les formes de production de cette information, les intérêts qui peuvent être derrière, les acteurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la diffuser. Et d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a des médias, mais il y a aussi justement des canaux comme un réseau social qui contribuent à l'édition finalement, qui a une instance éditoriale véritable de faire circuler des informations. Donc, s'interroger, avoir toujours un point de vue critique sur les rapports entre vérité et pouvoir. Et deuxième point qui me semble fondamental et qui me semble fondamental aussi dans la pratique de l'écriture de l'information, c'est expliciter les régimes de vérité, c'est-à-dire déclarer de la façon la plus claire, transparente et détaillée possible quels sont les points de vue, les contextes, les méthodologies qui sont derrière l'expression d'une opinion ou derrière une information. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être fait aussi dans les cadres de l'activité de blogueur, expliciter le point de vue et le contexte. Il peut y avoir des prises de parole très importantes, mais qui sont très importantes en tant qu'opinion, mais pas en tant que fait. Le fait de clairement les caractériser comme opinion, c'est une façon pour leur donner du poids, pas
leur en enlever. Le fait de caractériser clairement une source et dire, bon, cette information dépend juste de cette source-là, donc elle n'est pas si confirmée que ça, mais elle a quand même une importance. Le fait d'être transparent sur les régimes de vérité ne fait que donner du poids au type d'information qu'on donne et donc permettre une certaine mesure, si on veut voir le côté optimiste, permettre une certaine mesure de limiter les problèmes dérivant de la désinformation. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Le débat avec lui parce qu'il a sinon je pense numérique pour l'exception. On peut s'interroger par exemple sur notre addiction à certains outils comme Google, Facebook et autres. Il y a peut-être de la sorte de violence, même qui a une sorte de power. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut faire une demi-journée mentale. Cette forme d'addiction, elle n'est pas une violence insidieuse qui s'exerce sur nous. Google, par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas le seul auteur que il y a un côté d'un groupe, par exemple, capable de publicité. Combien de personnes vont utiliser ces outils-là? Ils sont des professeurs alternatives, mais on est tous devenus addicts. Et c'est qu'on a évidemment, si vous imposez, ils sont en train d'exercer toutes les violences, une sorte de violence plus qui ne permet pas de prendre peut-être une violence. Ça aurait été intéressant de pouvoir aussi, il me reste 10 minutes, puis il me reste 2 intervenants, je vais laisser la parole en place. Nous serons ensuite rejoindre Sophie par la ligne sur la technique par plutôt sur la technique de la grâce à la parole. Locale de collaboration entre les journalistes, les producteurs et les membres de la société. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation et restriction d'infos. Je commencerai d'abord par dire que la situation aujourd'hui, ça dépend du contexte sécuritaire. En fait, les professionnels de ce là, ça temps. Avons vu plus spécifique pour l'État. Aujourd'hui, le pays est composé de la capacité de combattre l'armée. Il y a 14 groupes armés, officiellement reconnus, et puis il y a ceux qui ne sont pas reconnus. Et la désinformation aujourd'hui, c'est une plateforme d'outils de combat, un outil stratégique aussi pour les grandes puissances pour pouvoir se manifester. Et pour lutter contre la désinformation, d'abord, chez nous, il y a ce qu'on appelle Athénée. Les Athénées sont des unions, c'est une sorte de la désinformation. Mais c'est au niveau communautaire, c'est de bouche à l'oreille. Et aujourd'hui, avec le numérique, aujourd'hui, avec la guerre, avec la présence des grandes puissances en République centrafricaine, Athénée-là quitte la communauté pour se revendre sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des initiatives qui ont été mises en place. D'abord, la première initiative vient de l'association des défenses africaines, par notre point international avec nous. En 2017, pendant la transition de la pour 8 églises catholiques et
l'église de Fatima a été attaquée par les groupes rebelles de la CDK. On avait tué les frères de cette église-là. Mais sur les réseaux sociaux, on dit tout faire en fait. On accusait les musulmans, on accusait les messages de l'air. Et l'association des progrès maintenant a lancé une campagne de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, de lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Après cette initiative, la communauté de lutte, la BCA a continué dans cet élan pour pouvoir lutter contre la corruption. Ça dit que les cheveux, pour les types de cheveux de la vie, quand tu prends des types de cheveux, tu mets dans un verre d'eau, tu bois, la produit de la cacao. C'est pour nous à quitter le niveau communautaire pour se revoir sur les réseaux sociaux existent c'est pour nous, en tout cas, nous venons du Cameroun. Et les gens croyaient à cette union. Il s'est dit que le pont aérien qui était prévu de l'Union européenne a donné à la République centrafricaine, tous les masques sont des masques utilisés par les ponts, ceux qui ont été touchés par la Covid, et ce sont ces masques-là qu'on a incarnation pour pouvoir nous envoyer aux Républiques centrafricaines passer apparemment nous résistons à la Covid. Imaginez-vous, et ce qu'il faut préciser, ce ne sont pas seulement les programmes dans le contexte aujourd'hui, ce sont ceux qui se disent des journalistes qui parlent dans les médias, qui sont des directeurs de communication, qui diffusent ce genre de messages, ce genre de désinformation. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans, en République centrafricaine. Ce qu'il fallait derrière la politique de la gauche, ce qu'il fallait derrière la politique de la Russie, et c'est on peut dire qu'ils sont un peu neutres. Et quand on est de travailler, ces journaux-là prennent des articles prédéfinis, 3-4 médias, avec un même titre, même chapeau, même conclusion, et puis on va pour dire l'ambassadeur de la France était appelé, les Russes ont essayé de secouer les déchets de l'accord dans son bureau. On sent directement d'où cet accord ou cette information est définie. Pour combattre dans cet élan toujours, il y a l'initiative de Stop Athénée. Stop Athénée, c'est comme je dis, la désinformation de la Nord, qui a été mis en place il y a cela 1 an. Qui regroupe les auteurs, les membres de la société civile, les journalistes, pour pouvoir aider un certain nombre d'actions, notamment la sensibilisation, l'éducation aux médias, la sensibilisation, la production des articles. Et en juillet, en août, excusez-moi, celle-ci a lancé chez nous le projet de défense Afrique, volet Centrafrique, qui consiste sur un qui regroupe en tout cas les journalistes des radios communautaires, ceux qui travaillent pour la presse en ligne, ceux qui travaillent aussi pour les journaux. Ils sont mis en réseau, ils ont suivi une série de formations et qui contribuent, qui demandent la lutte contre la désinformation des outils. Et le travail maintenant, c'est le réseau qui fait. Par exemple, si un blogueur ou un membre spécifiquement sur le terrain, la personne alerte, et les journalistes qui sont parmi nous, même maintenant leur investigation pour pouvoir établir la vérité, nous exige un article de l'investigation, et l'article maintenant sera repris par tous les membres du réseau. C'est ceux qui travaillent pour la radio, qui font une définition audio, c'est qui travaillent par exemple dans les journaux, ils reprennent ça dans leur colonne, et ceux qui sont les blogueurs, en tout cas, ils reprennent ça dans leur colonne. On est donc un cadre formel de collaboration avec la liste. Effectivement, parce que la question de la désinformation chez nous, ça ne concerne pas que les journalistes, ni que les blogueurs qui font de l'information, même au niveau étatique. Le gouvernement aussi, je donne un exemple. En avril dernier, le procureur de la République avait annoncé l'arrestation du général Bobo. Le général Bobo, c'est un général
d'autres programmés 3R vers le nord. Et s'il a donné des informations au nord, je ne sais pas, il s'est levé le spectacle matin pour publier un communiqué de presse pour dire que le général Bobo était arrêté. Et il a pris l'image d'un sans-papier lambda pour pouvoir dire que voilà, c'est le général qui a été arrêté. Automatiquement, ça a suscité la réaction de Bobo et tombé là-dessus aussi pour dire, mais là, qui connaît Bobo et Bobo, ça veut dire il y a des journalistes parmi nous qui ont eu à travailler avec le général Bobo et qui ont eu à contacter ce général qui a fait, il a envoyé sa photo en tenue du gouvernement qui m'avait été arrêté. Il a posé une vidéo et nous avons travaillé là-dessus. D'abord, avant de travailler sur ça, c'était le contraire de la lecture. Il a répondu qu'il ne veut pas aux journalistes de lui dire qu'il y a Bobo, qu'il ne vient pas. La question de la désinformation, c'est tout le monde qui est. Merci. Je pense qu'on a un exemple de bien supérieur, à savoir mettre en place un pacte de collaboration permanent et régulière de pouvoir partager l'information. C'est lui de structure aussi et ensemble. Je vais passer la parole à Boris, qui est présent ici, avant de faire le à la parole. On va commencer avec 10 minutes de retard. Je pense qu'on va les récupérer et peut-être négocier 10-15 minutes pour permettre à la salle d'intervenir parce que c'est un sujet évidemment important et intéressant qui nécessite qu'on ait le maximum de vie possible pour donc servir ces premières faire tout le monde possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été peu d'opérations de une personne sont trop identifiées se rendre compte que les autorités volontairement ouvertes aux informations ou volontairement mettre une information prévoyée dans le temps, le fait d'avouer par ouvrir une santé la nécessité de la collaboration entre les journalistes et les journalistes. Les journalistes en sorte qu'il y a ce clivage de l'équipe totale, ça fait du fait de clivage. Il y a aujourd'hui que le journalisme évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avancer dans des réactions parce que la planète a été la planète pour faciliter la relation entre les développements parce que il y a pas de combat carré qui ne permet pas d'exprimer ou d'apporter des choses avec
Et pour le résultat, les mêmes que nous sommes, les écoles traditionnelles, parce qu'on a fait le au format et au procès. Il faut le soutien de l'élève. Parce qu'on est là. C'est pas seulement au pays que je suis pas. Au pays que il faut plus de choses que de l'éducation spirituelle, de grand matériel et c'est pas le plus qui va sauver. Nous avons sur le fond, sur la même il faut expérimenter, il faut trouver chaque terrain. Peut-être ce qui marche. Ce qui marche, nous avons passé au premier parce qu'il y a une personne en même temps, nous avons en pouvoir. Moi, je crois que et les blogueurs sont des notions. Donc, c'est au moins appliquer la volonté de j'arrive à écouter aux manipulations écouter qui a été utilisé l'économie, on n'a pas le temps d'écouter la sécurité, on a la chance de dire, on ne prend pas des blogueurs, mais ça sont aussi d'autres acteurs et une information qui est aussi là, donc les blogueurs, vous voyez, là, il y a une économie bien importante. C'est ça aussi, on la violence la femme, quel acteur et qui montre une forme de la pour venir en particulier observer ce qu'on appelle un temps de retard par rapport au business des éducateurs, par rapport à au fonctionnement des questions. Ce que j'observe, moi, qui est un profil de l'éducation, qui aujourd'hui est fait à donner des informations parce qu'ils ne sont pas outillés pour détecter, pour vérifier, pour identifier ce qui peut être manipulation. Aujourd'hui, la SAP qui en fait la question du partage de l'information, du partage de connaissances. Nous, au Bénin, il y a quelques années, on a mis en place un mécanisme de collaboration du terrain qu'on a appelé le dialogue. Donc, c'est le dialogue des médias. Ce qu'on fait, les médias traditionnels, nous, on partage, on partage connaissance de vie, comment remettre des choses parce qu'on voit que de plus en plus depuis 2016, l'élection de la République, que les groupes de un groupe important dans la procédure électorale. Les politiques eux-mêmes, ils ne passent pas et qui, nous alimentons des séries entières qui parlent de la
déstabiliser la défaite. Lorsque le politique s'approche du terrain, on utilise des phrases qui manifestement vont constituer une menace à la démocratie. Il faudrait m'investir sur les problèmes et les journalistes qui sont des acteurs importants de l'information publique parce que c'est parce que les radios il faut que sécurité maintenant, il faut être que ces acteurs-là puissent lutter contre les velléités qui sont la restriction de finalement le voir que le fait d'après le merci Boris. Je pense qu'on est tous presque tous d'accord. Les journalistes blogueurs sont des partenaires incontournables parce que les réseaux sociaux ce qui se passe dans la société. À défaut d'aller, on ne dit pas aux journalistes d'aller au rythme des réseaux sociaux, mais c'est quoi de suivre le rythme des réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe et faire des données d'informations qui sont produites, de l'information, c'est-à-dire des données qui ont été vérifiées, mises en forme, contextualisées, qui ont une puissance. Je pense que cette collaboration est indispensable. Comment le faire? L'exemple de la Centrafrique est intéressant, en ce sens qu'il y a un cadre formel qui permet de discuter, d'échanger. Je pense que dans l'éducation aujourd'hui, on est régulièrement interpellé par des parents, des amis, par le public qui dit j'ai pris telle information sur Facebook. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous confirmez? Est-ce que vous êtes au courant? Du coup, ça nous oblige à suivre ce qui se passe et à être en mesure de répondre. Si le public retient vers le professionnel de l'information pour lui demander de valider une information, ça lui permet de reprendre la main et de faire son travail qui est la vérification de l'information. Il faut que nous soyons en mesure de répondre aux besoins d'information publique pour lui dire ceci est vrai, ceci n'est pas. Je pense qu'on a la dernière intervenante qui a dit, je ne sais pas si la technique nous permet de la suivre. Est-ce que nous pouvons avoir l'intervention de Madame par... Elle n'est pas en ligne. Non, elle n'est pas en ligne. Ça nous permet de communiquer quelques minutes et de passer la parole à la salle qui doit être un peu frustrée de ne pas participer à cette intéressante discussion. Madame Viola a levé la main depuis longtemps. Je ne sais pas, Noël, est-ce que tu peux noter rapidement moi, 4 personnes, ou 5 ou 5 courants, et puis ta voisine vote. Ensuite, il y a 3 monsieur au fond. Le dernier, après 5, il y a un dossier encore au fond. Le nom, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle François Albert, je viens de Mali. Moi, c'est que j'évoquais la question du partenariat qui n'existe pas en réalité entre blogueurs et journalistes au Mali. Parce que le blogueur, on nous donne même au Mali le petit sobriquet de bloguer. C'est-à-dire au Mali, le blogueur, c'est un ministre de la République, comme tu l'as dit. C'est des blogueurs cachés derrière les claviers. Et les journalistes sont toujours là pour essayer de nous descendre parce que tout travail qui est fait par le blogueur est vraiment descendu puisque ce n'est pas professionnel, ça ne répond pas aux normes, ce n'est pas journalistique, ce n'est pas très poussé. Ils ont vraiment tous les arguments.
Et le blogueur est carrément mis même en dehors des activités, par exemple, de la maison de la presse. Nous ne sommes vraiment pas considérés comme des partenaires. Et les journalistes font tout écouter. Et quand on regarde au Mali, nous avons notre communauté, et des blogueurs qui disposent d'une plateforme de blogging où vraiment tous les articles sont écrits par les blogueurs, avec une équipe d'édition et nous évoquons des sujets vraiment qui touchent surtout la société malienne. Et nous faisons aussi ce que nous appelons des campagnes. Et là, c'est avec vraiment le souci de porter à l'oreille des autorités des sujets qui touchent le plus le Maliens. Il y a par exemple le problème de l'esclavage par ascendance. Tout lequel notre plateforme a créé, par exemple, un hashtag qui s'appelle Action Esclave. Et c'est les sujets que les journalistes ne traitent pas parce que nous, blogueurs, nous les traitons. Les journalistes ne touchent pas parce que c'est déjà le concours des blogueurs entre eux. Et ça ne va pas. Et en dehors des blogueurs, des journalistes au Mali, il y a des influenceurs, il y a une autre classe qui sont les vidéomans. Et c'est des gens qui disposent juste d'un trépied, d'un téléphone et d'un vidéographe. Et ils sont très influents, très suivis au Mali. C'est des gens qui aussi prennent de l'argent pour donner des audiences, pour faire passer des idées politiques ou bien sociales. Voilà. Et ils passent, certaines personnes les considèrent comme blogueurs, alors que c'est des gens qui ne disposent d'aucune formation. Par exemple, nous, dans notre association des blogueurs au Mali, nous faisons des formations sur la vidéo mobile, on fait des formations aux blogueurs sur les techniques d'écriture, des choses comme ça. Les vidéomans que ça aucune formation. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une page qui a plus de 100 000 personnes qui suivent. Tu vas chez quelqu'un qui te donne de l'argent, tu braques ton téléphone dessus, tu me racontes ça. C'est ça en réalité. D'accord. C'est une expérience intéressante. Je pense qu'il y a la nécessité de réguler ces espaces-là comme on en a parlé. Ce n'est pas extraordinaire en fait, si vous appelez vidéomans, en fait, c'est ça des blogs, c'est ce qu'on appelle les blogs, les vidéos blogs. Tu fais des formats reconnus aussi avec des titres, mais il faudrait peut-être que chacun reste à sa place. Si les blogueurs veulent intégrer la mesure de la presse comme les presses professionnelles, forcément ça va créer des frictions avec les médias professionnels. Parce que le blogueur, c'est un citoyen qui est passionné par un sujet et qui décide d'en parler grâce aux outils numériques, en conservant son indépendance, en conservant son aspect un peu amateur, qui fait un peu son atout aussi. C'est ça qui peut se permettre des libertés que nous pouvons faire. Oui, madame. Merci. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer le livre de la constitution avant de prendre le contrôle de l'Europe en 2014. Et l'expression, je sais comment on traitait et comment les gens continuaient de nous traiter en tant que de pour un simple état on dit c'est dans une compétence. On n'a pas de convention, nous sommes incompétents et nous avons fait combat sur Internet. Nous voulons savoir le thème spécifique de la ligne d'intérêt parce que nous voulons savoir comment le complémentarité entre les blogueurs et les journalistes. Quels sont les canaux que nous allons emprunter pour réussir cette complémentarité-là? Déjà, nous ne sentons pas, en tant qu'instrument, en tant qu'être de profession qui semble se ressembler, comment voulons-nous aboutir à cette complémentarité et elle sera basée sur quoi? Quand je mets un peu de profil des blogueurs, parlons des influenceurs.
africains. Le gars, il sort son téléphone à 14 heures, il le braque, et on a plus de 10 000, 3 000 personnes qui suivent des partages de tout ce qu'il dit, c'est fatigant pour les élections. Dans quelle case nous allons pouvoir classer cette personne-là? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à penser aussi à vraiment les impliquer parce qu'ils ont une audience, ils ont des jeunes qui les suivent, les tiennent, qui veulent leur ressembler. Parce qu'il faut leur numéro, ne pensiez pas par là. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas commencer par penser à ces gens-là pour les impliquer dans ce type de cercle pour aussi essayer de les sensibiliser et espérer une régulation de leur comportement sur les réseaux sociaux. C'est mon intervention. Merci. Merci. Vous posez des questions qui sont intéressantes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, ce qu'elle a dit, peut-être pour réagir rapidement. Moi, je pense que les programmes sont là un peu pour lever des liens. Et les médias professionnels sont là pour casser les liens levés par des programmes à travers les publications et autres. Il faut que chacun reste à sa place. Si vous voulez être traité comme des journalistes, c'est sûr que vous allez créer des problèmes. Je vous dis que c'est ce dont vous parlez. Même entre journalistes, il y a des guerres d'école. En pensant que vous avez été formé, je ne sais pas, au centre de formation à Ouagadougou, vous avez été formé au CC à Dakar, vous avez été formé à Lille, à Lévis, par exemple. On n'a pas la même considération. Donc, même entre les journalistes professionnels, il y a cette guerre des écoles. Il y a entre les journalistes professionnels des programmes de peu petits. Mais le programme peut devenir un bon journaliste professionnel. Il faut, c'est ça les étapes, il faut accepter cela. Il ne faut pas que chacun, le mécanicien veuille remplacer, je ne sais pas si c'est le pilote, chacun doit rester à sa place et puis peut-être les vacances seront mieux gardées. Mais il y a une nécessité, c'est obligé aujourd'hui. On ne peut pas collaborer. Ok. C'est passé. Les 1 heure, oui, on le sait, on a le repas avec une petite de retard. Et puis la technique aussi nous a créé des problèmes. Il fallait faire venir le professeur. I didn't understand the question right. I think the preference for professionalism and certification is what led to global coming into existence, right? Because India was so hard to get into, and there were so many types of people who wouldn't even get into the spaces because of colorism, sexism, elitism. And I think by saying that bloggers are not the same alternative, it doesn't create, I feel, it can create an opinion, especially in an age where you can learn how to get something in your own country. You can learn how to get journalists on YouTube as we speak. I was a freelance correspondent when I was a student, and I taught myself off of the drive quotas that people made to teach other people. So I think with the democratization of education, this field has been opening up to more and more people. And this is why, at this point, we have bloggers having larger audiences than traditional journalists. That shows you the power and quote-unquote professionalism that these people have. Because it's not easy to build such a following. It was that easy that everybody would do it. I think maybe having bloggers in specific type of skills. I don't think bloggers specifically have to go to school like journalists. Just because we don't have those skills doesn't mean they're not as good or even better than traditional journalists who went to school. In the new age that we're getting to, the Web 2.0, where it will be more around creators rather than how the internet is still going to put following specific creators and people who have their own specific community
right? You're seeing YouTubers have their own Discord channels that are closed off from other people. What does this mean? This means that we need to empower such people to be able to moderate conversations in their own small community, because people are getting up on the idea of forming people large forums. Everyone wants to have their own niche community. And within this niche community, people are feeling that do not have this educational background they're speaking of, because people are moving away from that. Even if you look at the neighbor campuses here, how people are giving up these and traditional education and people are preferring to go online. So I think bloggers can be just as professional and as good as journalists, and they should be held up in that standard too. And as they're held up in that standard, there should be expectations of how they give their community needs and information. Je pense que vous avez des exemples. On a Maurice qui était devenu journaliste professionnel. Tout à l'heure, c'est pour parler du fait que le cadre professionnel de la radio ne leur laissait pas le temps de raconter tout ce qu'ils avaient envie de raconter. Or, on apprend des journalistes professionnels qui créent des blogs pour se donner plus de marge, de manière de raconter avec des découvertes améliorées des choses qu'ils ne peuvent pas raconter dans les médias professionnels. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles qui, c'est à chacun de savoir les exploiter, chacun va rester sa place. On a encore deux intervenants. Ok, merci beaucoup. Par l'adresse, on va les laisser parler. Merci beaucoup, je suis Rosemary. Je viens de la République centrafricaine. Merci beaucoup de plus pour ce panel. Nous avons poursuivi ici lorsque notre compatriote Basse s'est présenté pour les journalistes. Merci. Qui est devenu blogueuse. Je pense que c'est un cas vraiment spécifique dans la République centrafricaine. Moi-même, je suis diplômé en sciences de réparation de la communication. J'ai travaillé longtemps comme journaliste et communicant dans d'autres institutions. Et je suis devenu blogueur et je continue toujours de collaborer avec les journalistes. Ceci s'explique de cette manière. En République centrafricaine, par exemple, la rédaction professionnelle n'a pas demandé l'économie pour embaucher les journalistes professionnels issus de l'école de journalisme. Et donc, un autre cas aussi est que les journalistes professionnels dans les rédactions n'ont pas toutes les marges de manœuvre pour s'exprimer, comme vous venez de le dire tout à l'heure, sur certains sujets, dont les grands, les liens éditoriaux, etc. Un autre aspect aussi, c'est que le gouvernement a suspendu toute subvention à l'endroit de la presse publique. Et ceux qui n'ont pas de moyens pour multiplier les journaux, etc., veulent maintenant migrer sur Internet. Et pour ce faire, ils sont obligés de revenir vers nous, les blogueurs, qui avant des connaissances en numérique, etc., pour les aider à s'y mettre. Et en le faisant, ils n'ont pas non plus de moyens pour payer vraiment l'hébergement d'un site professionnel d'Internet. Ils sont obligés de créer des blogs pour travailler, pour essayer de travailler. Un exemple que grâce à l'aide de tout à l'heure, pendant la pandémie en République centrafricaine, les journalistes ont travaillé pour presque toutes les rédactions professionnelles étaient fermées. Mais nous, au niveau de l'ABC, qui est l'association des blogueurs centrafricains, nous avons poursuivi notre travail grâce à un site que nous avons mis en place à Pays Parato, c'est ensemble de 10 caméras, qui nous a permis de diffuser, de continuer à diffuser à travers le moyen numérique les informations sur la pandémie, l'impact de la pandémie sur la vie quotidienne des Centrafricains, mais aussi de faire du fact-checking. Et nous avons pu créer avec, merci beaucoup, avec cette opportunité, nous avons pu créer une génération hybride des professionnels du métier. Aujourd'hui, dans presque toutes les rédactions privées dans la République centrafricaine, vous aurez certainement des blogueurs qui sont à la fois capables d'écrire dans des normes journalistiques, mais également qui sont capables de continuer avec le public. C'est un sujet assez vaste, mais un cas de collaboration pour revenir à
et conclure très rapidement, nous avons en 2019 adopté au sein de notre organisation une charte de politique en République centrafricaine. Je vais nous faire un plaisir de le partager à l'occasion ci-ci. Qui est basé justement sur l'éthique et l'anthropologie du journalisme. Oui, donc ce qui vient, c'est d'aboutir justement à une carte qui ont des supports, des documents qui peuvent aider à cela sont de bienvenus. Avant-dernier, je crois qu'on va oublier le dernier. Je vais aller très rapidement pour que commencer. Déjà, il y a un chemin à venir sur le plan de l'économie. Déjà que les médias ont été confrontés, on a des difficultés à définir vraiment de quel modèle il faut travailler. Et là, la collaboration entre les médias et les blogueurs ne pourrait pas prospérer si ce volet-là n'est pas vraiment abordé ensemble. Et en attendant même cette collaboration, je crois qu'il y a aujourd'hui un autre aspect de collaboration qui est possible, notamment dans les milieux de publics, où on n'a pas vraiment de blogueurs. Il y a aujourd'hui, pour le cas de données, des séries de participation citoyenne qui sont en presque toutes les communes et qui permettent aujourd'hui de faire des supports de vérification à certains médias. Donc parfois, on peut aussi mettre à contribution la société civile en attendant de formaliser une collaboration entre les blogueurs et les médias, et bien évidemment en tenant compte du modèle économique. Merci. Merci. Le dernier. So I just wanted to say quick that in Kenya, for example, we have moved bloggers, especially bloggers and journalists. It was there some time back in the beginning, around 5 or so years ago. Now there is that comparison. I mean, both sides have realized it's what we call the rise of tax. The rise of tax is where people watching news and tweeting at the same time or blogging at the same time. When they're doing that, you never know where the information is coming from. Is it journalism study? Is it bloggers? And the bloggers are being trained. They're becoming more professional and so, and then the COVID happened, and many journalists lost their work, their jobs, and started becoming employed. So it's back and forth. So I think there's no divide to do more. But that is Kenya. Listening to people around here, I feel like there are some countries where they speak like people the bloggers and journalists. But some other places in Kenya, we are both forward with partnership between bloggers and journalists. So, thank you. Merci. Il y a des réalités du terrain qui imposent la légitimité d'un média ou d'un blogueur de son audience. Nous sommes dans la société de l'attention. Si vous réussissez à capter l'attention de millions de personnes, vous serez légitime pour être journaliste. Même si vous n'êtes pas sorti d'une école, on sera obligé de compter avec vous parce que vous mobilisez des citoyens à qui les gens voudront s'adresser. Je pense que je peux travailler à cela et forcément des interprofessionnels tiendront compte de vous. On a essayé de faire de tout. J'espère qu'avec ce qui a été dit de façon éparse, nous pourrons en faire un document qui sera proposé dans votre attention. Peut-être pour continuer à nourrir les réflexions sur les conditions de production d'une information crédible en ligne, à laquelle participent les journalistes et blogueurs. Je vous remercie pour votre attention, justement, d'applaudir nos panélistes, même s'ils sont en ligne. Je l'explique auprès de l'organisateur attendu le programme. Merci beaucoup. Peut-être que le panel suivant sera moins intéressant et plus académique.